Bonjour, je m'appelle Jana Schmitter, je suis Prague à la Sorbonne Nouvelle et ma spécialité de recherche, c'est la littérature latino-américaine ultra contemporaine. Très bien. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le titre de votre thèse? En quelle année vous l'avez soutenue? Sous la direction de qui? Alors, le titre de ma thèse est un peu long. Il est là, c'est Estrategias intermediales en literaturas ultracontemporáneas de América Latina hacia una transliteratura. Je l'ai en espagnol parce que c'était une co-tutelle et du coup, je l'ai écrite en espagnol. Je l'ai soutenue en 2019. Et mes directeurs, du coup, j'en avais deux. C'était Monsieur Lecor à Paris 3 et Madame Soledad Pereira à la Universidad Nacional de La Plata en Argentine. Alors, histoire qu'on vous connaisse un petit peu mieux, j'aimerais bien qu'on commence par que vous nous parliez un petit peu de votre parcours. Est-ce que vous avez le parcours banal un hispaniste français banal avec une licence, un M1, un M2, ou est-ce que vous avez fait, je le sais, je connais la réponse, hein, parce que j'ai déjà vu votre dossier, évidemment, c'est un petit Ouais, monde, mais, mais peut-être je que... pense que vous avez Alors, qu'est-ce que vous avez fait avant d'en venir à l'espagnol? Mon parcours est un peu atypique. En fait, je suis née en Allemagne, j'ai fait mon bac en Allemagne et je suis arrivée en France après pour faire une formation de danse. Et au cours de la formation de danse, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas exactement ce que je m'attendais et que éventuellement, ce qui, avant mon bac, était mon choix numéro 2, c'est-à-dire la littérature latino-américaine, était peut-être mon choix numéro un au final. Et je me suis inscrite à la fac en même temps de faire la formation de danse pour voir ce que ça donnait. Et au final, ça m'a tellement passionnée que j'ai laissé tomber la danse et je suis restée à la fac. Et j'ai fait donc une licence d'espagnol. En L3, je suis partie au Chili pour faire un échange international. Et ensuite, j'ai fait un master de recherche M1, M2. Et en même temps, pendant ma licence d'espagnol, j'avais vu enfin, parce que ça m'avait beaucoup intéressé aussi ou passionné, ce regard français porté sur, enfin français, enfin qu'on peut avoir de l'extérieur, sur du coup une aire géographique. Et je me suis demandé ce que ça allait donner pour l'Allemagne du coup. Et j'avais vu qu'à Nanterre, à l'époque, il y avait je ne sais pas si ça existe toujours, mais à l'époque, il y avait une formation à distance pour la licence en allemand. Donc, je me suis dit, bon, je vais tenter, je vais voir ce que ça donne, si je peux faire les deux en même temps, juste pour m'amuser un tout petit peu. Et, euh, et voilà, donc j'ai également fait une licence LSE allemand. Je mentionne ça parce que c'est important pour la suite. Et donc, après mon master de recherche, j'ai enfin, même pendant le, parce que pareil, à l'époque, c'était encore possible, pendant le M2, je m'étais inscrite en première année enfin, en première année, non, en agrec, mais du coup, pour l'allemand, parce que à l'époque, je pensais que si je devais partir dans le secondaire, ce que j'ai dû faire, je préférais enseigner l'allemand pour diverses raisons. De un, parce que j'ai vécu quand même la scolarité en Allemagne et que normalement, c'est ce qu'intéresse les élèves, c'est de parler de ces mêmes choses-là ailleurs. Et je me suis dit, bon, je peux plus leur apporter quand même. Euh, et puis aussi, parce que je me suis dit, bon, en France, ça a quand même la vocation d'être la langue pour les plus forts, donc peut-être que je zafo un poco ciertas cuestiones. Euh, et puis, et puis donc voilà. Donc, et en même temps, Monsieur Lecor m'avait dit si je voulais pas continuer en thèse et m'avait proposé du coup de passer le le concours enfin le concours non le comment ça s'appelle, pardon, pour le postdoc, Un doctorat? l'entretien, oui, le postdoc, le contrat doc, de postuler pour le contrat doc. Et
Et voilà, donc j'ai eu le contrat doctoral. Je n'avais pas eu la première année l'agrégation d'allemand, mais du coup, je l'ai fait en 2 ans. Je le savais de toute manière. Enfin, je faisais mon M2 en même temps. Je m'étais dit, je m'inscris. J'ai quand même pas la super formation en disserte française, donc je me donne 2 ans pour le faire, pour l'acquérir, pour comprendre. C'était très bien, donc du coup, voilà. Enfin, mais c'est un peu ça la raison pourquoi j'ai passé l'agrégation en allemand et pas en espagnol, ce qui a bien marché. Enfin, au début, ça a marché. Enfin, du coup, j'ai eu mon contrat doctoral, j'ai eu mes 3 années, on a mis en place la co-tutelle avec la ONLP parce que pour moi, c'était important de étant donné que je travaille sur des sujets ultra contemporains, d'avoir quand même aussi un regard de là-bas sur quelque chose d'actuel, de recevoir également une formation. Enfin, au Chili, j'ai adoré les cours que j'ai pu suivre et c'était vraiment super enrichissant. J'avais envie de me former plus depuis là-bas aussi. Et voilà, donc pendant mon contrat doctoral, j'étais safe au niveau enseignement, commodité pour faire de la recherche et de l'enseignement. Par contre, forcément, j'ai pas réussi à la terminer en 3 ans. Et puis après, j'ai dû enseigner dans le secondaire. On m'a envoyé à Val d'Argenteuil, donc voilà, autre réalité. Et j'ai pas touché à la thèse pendant cette année. Et ensuite, j'ai eu un poste d'ATER à Paris 3, du coup. Là, c'était très bien pour terminer la thèse, pour revenir à la fac, c'était super. Et après, le poste d'ATER, du coup, de 4 ans, parce qu'agrégé, je suis retournée en tant que TZR toujours dans le secondaire. Et là, cette idée que la grecque d'allemand allait me sauver n'a plus du tout fonctionné parce que, entre-temps, ce que forcément en 2015, je n'avais pas vu venir, entre-temps, les classes d'allemand sont de plus en plus petites et rétrécies. Et j'ai toujours eu la chance d'être seulement sur un établissement scolaire, mais tous mes collègues étaient normalement dispatchés sur 2 établissements scolaires. Donc voilà, outre le fait que ça m'a fermé des portes pour mon parcours d'hispaniste, cet agrég d'allemand, c'était également au final pas si bon calcul, je crois, pour le secondaire. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais oui, enfin après, voilà. Ce qui était chouette, en fait, ça c'était aussi un peu enfin, c'était l'autre raison pour laquelle j'ai décidé de passer l'agrég d'allemand. À l'époque, il y avait VB Zebal qui était sur le programme et il travaille fortement en intermédialité. Et vu que ça c'était très important pour ma thèse et que quand même une grande partie de la théorie de l'intermédialité le mentionne à un moment donné, ça m'a quand même ça a vraiment nourri également mon travail de recherche, de suivre la préparation et l'agrégation ces années-là sur l'œuvre de Zebald. Ça, c'était quand même très, très intéressant et enrichissant pour, pour mon cadre théorique de la thèse. Voilà. Alors, les mémoires de M1 et de M2, ils portaient sur quoi? Il portait déjà, alors justement, au Chili, j'étais pas mal en contact avec la Nueva Narrativa, qui ne circule pas beaucoup ici pour diverses raisons. Et en même temps, c'était un peu aussi un moment où il y avait pas mal Internet qui surgissait, et la littérature et Internet commençaient à se rencontrer de diverses manières. Et ça m'a interpellée. Et du coup, j'avais déjà travaillé, enfin, le M1, j'avais travaillé sur le cyberespace et la violence. Et le M2 sur la représentation du cyberespace dans la littérature latino-américaine. Et du coup, j'ai un peu continué dans cette voie. Enfin, ma thèse, ça s'inscrit dans la continuité quand même de mes masters de recherche. D'accord. J'ai ouvert, j'ai rajouté des cas d'intermédialité. Pendant mon master, j'ai pas travaillé les théories de l'intermédialité, donc du coup, pendant ma thèse, je me suis mise à plein là-dedans. Et voilà, c'était quand même, enfin,
y a un fil conducteur à partir du Chili qui s'est instauré un peu comme ça. Euh, Alors justement, à propos de Nueva Narrativa, est-ce que vous pouvez nous parler corpus? Alors, c'est des alors, textes sur lesquels vous travaillez. alors, pendant la thèse, où, Bah, pour la thèse, ou alors, s'il y a eu une migration au moment de la thèse, expliquez pourquoi avec lesquels vous étiez parti au départ, finalement, vous les avez abandonnés parce que c'était moins pertinent ou parce qu'il vous semblait que, je sais pas moi, pour une question d'époque, il y avait enfin, une mutation qui s'opérait avec d'autres auteurs. alors le corpus de la thèse, j'ai fait deux corpus. J'ai fait un corpus ample qui était 50, plus de 50 livres et un corpus restreint qui était 19 livres de mémoire. Ça remonte. Il y a seulement deux livres, je crois, du M2 que j'ai pris pour le corpus de la thèse, Ah oui. euh, qui était un livre dont je ne pouvais pas ne pas parler dans la thèse, puisque c'était un roman publié en 2005 en Argentine, Alejandro Lopez, qui imitait vraiment comme si c'était un chat sur MSN, même avec l'esthétique de la page. Enfin, c'était impossible de ne pas l'inclure. Mais tout le reste, vu que j'ai quand même ouvert beaucoup le champ d'analyse. Donc, pour la thèse, j'ai fait une partie sur la relation entre images et photographique et texte écrit. Là, Mm. j'ai travaillé sur Pumayo Begati. Euh, une deuxième partie où j'ai travaillé le comment comment s'intègre tout ce qui est l'aspect textuel, comment est rendu comment le cyberespace ou enfin les échanges de mails, les chats, etc. sont rendus visuellement, quel impact ça a sur la trame narrative, est-ce que en quelle mesure ça peut constituer également euh, des schémas narratifs. Par exemple, il y a un petit roman qui fait comme si c'était un jeu vidéo. Donc, en quelle mesure des schémas narratifs d'autres médias peuvent migrer vers la littérature. Mm. Et puis, tout ce qui est littérature extendida, avec de la vidéopoésie, donc des poèmes. Enfin, le corpus, je l'ai restreint à des livres qui ont été publiés en papier, mais qui, voilà, soit introduisaient les autres médias physiquement, enfin physiquement, esthétiquement, Mm. ou qui s'expandaient vers Internet. Donc il y a j'ai travaillé sur Talata Rodriguez qui a fait des vidéos poèmes comme si c'était des clips de musique un peu sur YouTube pour tout un recueil. Et, euh, et un autre livre, 80 Días, qui, euh, qui avait à l'époque, je crois qu'elle n'existe plus, qui avait une page internet qui était très très beau aussi, où on pouvait, il y avait également de la musique. Enfin, c'était vraiment une autre expérience littéraire, du coup, qui Enfin, s'expand. vous avez quand même fait le choix de ne garder pour le corpus de thèse que ce qui avait été publié en format papier. Oui. Voilà. Alors, est-ce que aujourd'hui, si vous deviez commencer cette thèse, c'est le même choix que vous feriez, ou est-ce que vous vous rendriez compte qu'il y a un décalage? C'est une vraie question ouverte, hein. Je la pose de manière précise, mais c'est une question complètement ouverte. Ou est-ce que parce que 2018-2025, il s'en est passé quand même des choses. Et est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas une forme d'obsolescence de la littérature papier en rapport avec ces nouveaux formats? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle n'est pas un petit peu à la traîne et qu'elle n'arrive pas à l'intérieur du texte du livre à embrasser toutes les potentialités de ce que je vais appeler la littérature numérique, même si je sais que le terme est très discuté. Donc est-ce que Oui, ça aurait été le même? certainement. Non. Non, ce qui était bien, c'est que je pense que j'ai commencé la thèse à un moment un peu où on tenait encore beaucoup au papier.
Donc, voilà, j'ai fait 2000 pour avoir les premiers romans qui s'intéressaient à cette question, et aussi parce que bon, l'an 2000, enfin voilà, et jusqu'à du coup 2018. Et oui, enfin, il y avait d'autres choses. J'ai limité au papier parce que c'était plus. Enfin, ça m'a permis de faire un recorte, non? Enfin, à un moment donné, il fallait couper. Donc, je me suis dit, bon, déjà, voyons voir ce qui se passe sur le papier aussi, avec les contraintes du papier, avec les contraintes de la reproductibilité, avec les contraintes. Voilà. Et puis, parce que j'adore l'objet en soi, je pense qu'aussi il y avait de ça. Et parce que je voulais pas trop non plus me mettre avec toute la littérature expérimentale vraiment sur Internet, avec toute la partie programmation, etc. Euh, Bon, après, je sais que par exemple, en Argentine, j'ai suivi le séminaire de Cossack qui m'a énormément apporté à ma thèse, enfin, aussi bien tout ce qu'elle a écrit comme ce séminaire-là. Et elle se enfin, elle a fait partie de mon jury, et elle est spécialiste de littérature sur Internet, je vais dire ça comme ça, enfin, e-literature. Et, euh, et bon, je pense qu'un de ces enfin, elle a toujours un peu regardé ma tête, genre oui, enfin, c'est quand même un peu obsolète. Mais en même temps, c'est des objets qui existent, qui sont là, qui continuent à se publier, parce que je pense aussi que justement, l'auteur, il existe d'une autre manière, ou elle existe d'une autre manière si il ou elle n'a pas publié en papier. Enfin, il y a le circuit très réduit de la e-literature, mais qui est un peu gnognon quand même. Enfin, et il y a l'autre circuit qui, bon, c'est le circuit de la librairie où on va, de la feria del libro, où on est, enfin voilà, où on peut s'exposer, où l'objet livre est exposé d'une autre manière. Et donc, je pense que le poids du livre est encore différent quand même que du poids seulement de l'œuvre virtuelle. Mm. Euh, et oui, je pense que au niveau lecteur, enfin, ou lectorat, il y a vraiment il y a il y a une différence entre ceux qui lisent la e-literature. Normalement, j'ai l'impression que le circuit est très académique. et, et ce qui circule. Et voilà, après ma thèse, je me suis intéressée un peu à la Insta poésie. Et, euh, et on voit même ce qui fonctionne bien sur Instagram. Les maisons d'édition disent: oh, bah super, on a quelque chose ici, on va le publier, et ça marche de tonnerre. Je parle pas. Euh, parle, c'est vraiment au niveau économique. Hein. Je ne parle pas de ce qui est une bonne littérature. Enfin, au début de la thèse, j'ai dit je m'intéresse à des objets littéraires, des artefacts littéraires, et qui n'ont pas nécessairement de la valeur littéraire dans le sens qu'on l'entend euh, de qualité. Donc, et là, avec la poésie sur Instagram, on a vraiment ça. Et aussi sur YouTube, parce que j'ai travaillé après aussi. Enfin, voilà. Mais, donc, je ne sais pas, ma réponse n'est pas très précise. Non, mais par contre, j'ai une curiosité. Est-ce que, je vais essayer de la poser de la manière la plus neutre possible. Ce besoin-là de cette pratique d'écriture intermédiale, enfin moi je préfère le terme transmédial, mais après c'est un débat Oui, infini, euh, oui, de l'époque là, parce que déjà ça commence à dater, hein, je vais pas faire comme notre ami Cossack, mais c'est un peu obsolète, c'est vrai. Est-ce que ça traduit pas quand même une certaine, alors je dirais pas défaillance, mais que la littérature enfermée dans le texte, enfermée dans le livre, n'arrive pas à une espèce de point d'achèvement ou d'impuissance
pour avoir besoin comme ça de s'équiper, moi je parlerais de prothèse. C'est-à-dire pour moi, la photo, la musique, etc., enfin toutes ces importations à l'intérieur du texte de ces différents médias, je le vois comme une prothèse qui finalement, plus les prothèses sont importantes en nombre et en volume, plus il y aurait une espèce de symptôme d'une déficience de la Hmm. littérature au sens où vous l'entendez vous. Et est-ce que c'est moi qui suis de mauvaise foi ou il y a quelque chose de ce côté-là? Euh, alors, je pense que dans la littérature que j'étudie, on peut voir plusieurs mouvements. Un mouvement justement vers cette idée que le mot en soi n'est plus suffisant pour dire, pour narrer, pour exprimer l'époque dans laquelle on vit. Ou parfois la sensibilité, il est plus facile peut-être ou plus, peut-être même pas facile, plus juste, plus, enfin juste, je sais pas, mais plus, enfin que le geste d'aller vers, de raconter par, par l'intermédialité ou la transmédialité est plus facile, plus naturelle peut-être, surtout pour des générations plus jeunes. Euh, Ça vient instinctivement. Et puis il y a le mouvement d'aller vers aussi le collectif. Enfin, par exemple, enfin, tout ce qui est littérature et performance, littérature et musique, littérature et enfin, vidéo poésie, il y a des festivals qui sont organisés, il y a des projections, on va quelque chose, on veut réunir du monde, ça ne marche pas toujours, mais au moins il y a cet impulse que la littérature ne reste plus, enfin n'est plus pensée pour l'espace intime, Mm. silencieux, mais que ça soit un événement social d'une certaine manière, euh, où on se montre, où on interagit, euh, et aussi dans ce sens que certaines, par exemple la vidéopoésie, c'est très difficile de faire de la vidéopoésie toute seule. Donc, il faut absolument en équipe déjà de prod. Enfin, il faut quelqu'un qui filme, hein, qui fasse la post-production, etc. Donc, qui a aussi cette idée d'auteur qui est seul, explose un peu et va. Enfin, pareil, si on pense aussi à la littérature sur Internet, il y a certaines personnes qui savent programmer et d'autres qui n'ont pas tout le know-how de faire une super page, de faire des mots animés qui se mangent, enfin, qui se transforment en serpent ou autre. Donc, il faut absolument travailler en équipe. Mm. Et Pour l'instant. ouais, pour l'instant. Enfin, après, il y a certaines personnes qui savent faire tout seul, hein. Mais voilà, d'autres. Enfin, mais en tout cas, c'est certaines conséquences que j'ai pu voir, quoi. Que il y a cette littérature, enfin cette littérature que j'étudie, hein, c'est certainement pas toute la littérature ni actuelle qui est en train de s'écrire, ni peut-être celle que tous les auteurs qui font ces gestes vont toujours les faire. Enfin, Mario Bettini, il y a eu une phase où la photo prenait de plus en plus de place et à un moment donné, il a coupé, il a fait autre chose. Enfin, il est passé, c'est aussi des cycles. Bon, mais oui, je, j'ai pu constater quand même que ça pousse vers le hors-champ constamment, cette littérature qui m'intéresse. Et aussi enfin là, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à la littérature et l'art textile. Et du coup, des artistes, enfin, où on a souvent le cas euh, d'écrivains ou d'écrivaines qui, en plus, sont artistes visuels ou qui sont artistes visuels et écrivains qui ont un double chapeau et pour qui c'est aussi naturel, enfin, qui ne s'encloisonnent pas, qui ne s'enferment pas seulement dans une discipline ou un discours, mais qui ouvre vers ses autres discours et mélange.
mélange justement ces discours et du coup on part aussi sur une littérature qui est exposée dans les musées, où l'objet livre à nouveau est complètement éclaté et pour ou du coup, enfin là par exemple je pense à Nereida Passamamani qui brode, qui fait des objets, enfin des livres d'objets, qui brode la littérature, ses poèmes et qui expose donc des livres en tissu et qui invite le public à s'asseoir et à lire vraiment les livres, mais qui ne sont pas reproductibles. Ce qui est beau aussi, parce que là, pour le coup, bah, pensons à Benjamin, enfin, à Benjamin, enfin, voilà, je trouve qu'il y a tous ces objets-là, ils sont quand même en dialogue constant avec des idées qui remontent enfin, jusqu'à Wagner, non enfin, et, et, où ça s'entrecroise, où il y a des dialogues avec des théories plus anciennes, plus nouvelles. Voilà. Euh, Et c'est alors, quelle était votre conclusion générale? Et plus ennuyeux, est-ce que vous adhérez toujours à cette conclusion ou est-ce que vous avez, 6 ans plus tard, 7 ans plus tard, pris déjà quand même un petit peu de recul? j'ai pas relevé la conclusion. Mais de mémoire, je crois que je l'ai vu il y a quelques années. De mémoire, les ouvertures que j'ai proposées de mémoire, hein, peut-être que tout à l'heure je Oui. vais le redire et je vais dire mon Dieu. Euh, de mémoire, je crois que j'ai quand même posé les pistes vers lesquelles je suis partie après la thèse. Euh, et non, 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 je crois que ça va. Je suis toujours à peu près d'accord avec ce que j'ai dit dans la thèse. Quand on fait sur l'ultra contemporain, c'est pas toujours le cas, hein. On peut. Non, Voilà. c'est pas toujours le cas. Je pense que j'ai peut-être pris un peu plus de distance euh, par rapport à certaines. Enfin, je me souviens que Hervé, à un moment donné, il m'avait dit, enfin Hervé Lecor, que bon, qu'il discutait quand même souvent, outre la qualité de ces textes, euh, vraiment l'innovation ou le rupturie, enfin l'avant-gardiste que voulaient être ces textes. Et, et en fait, ça aurait été une autre thèse. Je l'ai grossièrement. J'ai fait un chapitre de rétrolecture justement de mon corpus, enfin la rétrolecture qu'on peut faire un peu avec les avant-gardes, enfin, bien sûr, enfin, en partant des avant-gardes vers l'avant. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais adoré, ou j'adorerais refaire à un moment donné, mais plus en profondeur, parce que bon, enfin voilà, ça aurait été une autre thèse, je pense. Déjà là, le jour de ma soutenance, on m'avait dit, alors en fait, vous avez 4 thèses en une. Chaque chapitre que vous avez fait aurait pu être une thèse pour soi. Et mais oui, enfin voilà, je pense que parfois, peut-être que dans la jeunesse, enfin dans l'ardeur de la thèse, on n'a on n'a pas le temps non plus de tout lire et certainement, j'ai pas pu tout lire de ce qui avait été écrit dans les avant-gardes, pensé dans les avant-gardes, etc. Donc, ouais, ça. Alors maintenant, j'aimerais bien que vous nous parliez de la co-direction de thèse. Vous êtes un certain nombre à avoir, surtout maintenant, c'est autant de mon temps, comme disent les vieux, ça se faisait assez peu. Et maintenant, c'est vrai que ça se fait beaucoup. Donc, qu'est-ce que ça représente de faire une co-direction ou co-tutelle, peu importe Je sais que co-tutelle, c'est assez pénible d'un point de vue administratif, mais tout cet aspect-là, peu importe, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est surtout sur le fait de travailler avec deux personnes différentes. Est-ce que ça vous a compliqué les choses ou au contraire, est-ce que ça a été bien parce que vous aviez
approches méthodologiques différentes sur le sujet. Pour moi, c'était super parce que j'ai eu de la chance. J'ai eu deux directeurs de thèse qui se complétaient très bien et qui ont travaillé vraiment de manière très différente aussi. Mais c'était très bien. Enfin, c'était vraiment d'avoir les deux regards, d'avoir. Enfin voilà, ma directrice en Argentine, elle était beaucoup plus euh, calendrier, on s'appelle, on fait des réunions toutes les semaines, au petit suivi. Aussi peut-être parce que j'étais sa première et donc du coup sa première doctorante et du coup Mm. euh, elle voulait être très très présente. Euh, mais mais voilà, en même temps c'était vraiment c'était super bien et c'était très bien aussi d'avoir le regard académique, enfin du bagage académique des deux côtés. D'avoir des suggestions bibliographiques que Hervé me faisait, surtout bah, plus de enfin, du corpus français, Soledad, bah, du corpus latino-américain. Du coup, elle me disait, bon, il faut lire ça, boum. Et, euh, et ça, c'était super enrichissant. Et alors, Mais je sais d'autres personnes que ça a été l'horreur parce que les deux se détestaient, parce que, enfin, j'ai pas eu, c'était pas ça mon cas. C'était vraiment, enfin, administrativement, c'était extrêmement dur de la mettre en place. On a dû batailler, presque on l'a pas fait, enfin, c'était au dernier moment. J'étais en Argentine à la UNLP, j'étais la première à faire une co-tutelle en lettres. Ça n'a jamais été fait. On a dû mettre tout en place. C'était vraiment à s'en arracher les cheveux. Mais une fois que ce gros cap administratif qui nous a quand même pris une année, d'aller-retour, voilà, une fois que ça avait été fait, après c'était super. Et bon. aussi l'obligation du coup de devoir, parce que la co-tutelle c'est ça aussi, du coup il fallait que pour répondre aux exigences argentines, j'ai dû valider je ne sais plus combien d'heures de formation en Argentine, ce Mm. qui pour je crois une codirection n'est pas le cas. Et qui en Argentine, donc il m'avait compté certains séminaires, certaines heures de la grecque que j'avais fait, ça il m'avait compté. Euh, mais les séminaires que j'ai suivis ici, je crois qu'ils me les avaient pas comptés. Donc du coup, j'ai vraiment fait formation doctorale en France et formation doctorale en Argentine, ce qui m'a obligée d'être sur place. Pendant le contrat doc, c'était très facile, enfin très facile. Mes collègues ont mis tous mes cours sur un semestre et l'autre semestre, j'étais là-bas. Mm. Euh, mais bon, en même temps, vu mon sujet de thèse, j'aurais pas pu faire cette thèse non plus si j'avais pas été autant de temps là-bas. Ouais. Voilà, une année, j'ai fait un voyage au Chili, enfin une mission au Chili. L'autre année, j'ai fait une mission au Pérou pour justement regarder aussi, parce que c'est de la littérature petite. Enfin, qui ne circule pas, même pas en Amérique du Sud. Et du coup, si moi je me déplaçais pas, ça allait pas venir vers moi. Au Pérou, c'était extrêmement compliqué de trouver de la bibliographie parce que la Bibliothèque nationale n'est pas bien référenciée. Ils m'ont regardé, j'ai demandé des livres, c'était très compliqué. Enfin, voilà, c'était très compliqué. Mais c'était intéressant aussi de voir justement les différences entre les pays. Enfin, les réalités auxquelles on fait face quand on est vraiment sur le terrain et de trouver des solutions ou de ne pas en trouver et de dire ah bon, bah, jusque-là j'ai pu faire et puis moi à ce moment-là j'ai pas pu faire. Euh, mais oui, enfin, la thèse aurait été autre si elle n'avait pas été faite en co-tutelle, Ouais. complètement différente. Là, pour le coup, c'était pas juste un gadget ou pour le CV, quoi. Non, Et est-ce non. que, à part les directeurs et l'intérêt, là, on voit bien.
académique, scientifique de cette co-tutelle. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont intervenus dans ce processus et qui vous ont aidé d'une manière ou d'une autre? Oui, tout le monde. euh, euh, enfin, oui, tous mes collègues qui m'ont relu, mes amis qui m'ont relu, mes collègues qui, quand c'était la course des derniers temps, étaient vraiment super arrangeants, enfin, vraiment aidé aussi dans le sens de rien que les emplois du temps, par exemple, la collègue qui faisait les emplois du temps, de me mettre ça de manière à ce que j'ai assez de temps pour aller à la BNF, que ça ne sera pas un cours par-ci, un cours par-là. Enfin, Christine, elle avait réussi à me joindre tout sur 2 jours. Enfin, c'était des petites choses comme ça qui, mais au final, sont de regarder que, enfin oui, enfin, quand j'étais encore en thèse, que j'avais pas trop de nouveaux cours. Une fois que j'avais fait la thèse, là, par contre, c'était bon. Tiens, 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 tiens. Mais pendant la thèse, oui, oui, mais voilà, c'est des aides comme ça qui sont très précieuses quand on est dans le vif de la bataille pour pouvoir consacrer le plus de temps. Aussi, mon conjoint qui à la fin, les 3 derniers mois, a tout fait à la maison et j'étais. Ça, c'est quand même la folie, les derniers temps de la thèse, Mm. avant de devoir rendre la thèse. Oui, enfin, les amis qui étaient là, la famille qui était là, enfin, des petits. Et puis pendant tout le processus, tous les écrivains, tous les amis, tous les collègues qui ont dit ah attends, va parler avec celui-ci, je te mets en contact avec un tel, il faudrait que tu ailles regarder ça, va lire ça, enfin beaucoup de recommandations pendant très longtemps. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup, je crois que j'ai 3 pages de remerciements au début de la thèse parce que ça, il le fallait quoi. Enfin, c'était vraiment moi toute seule. J'aurais pas pu faire toutes ces 500 pages sans devenir complètement folle. Mais c'est ça une thèse hein, aussi, c'est une équipe et puis Oui, une communauté oui, puis, scientifique qui, c'est ce qu'on appelle la transmission et que je trouve aussi intéressant que le parcours individuel du doctorant, quoi. C'est toutes ces choses qui contribuent à fabriquer un chercheur au-delà de simplement une thèse. Et mais pardon, je allez, rebondis, mais par exemple, Mélissa Lecontre, elle m'avait relu toute une partie de la thèse et mis à part que c'était plus que précieux. À partir de là, après, on a édité ensemble un numéro d'une revue parce qu'elle travaille sur des choses côté Espagne, mais du coup, voilà, on a fait un dossier sur, euh, sur la poésie sur Internet et voilà, donc ça donne aussi, c'était très beau de voir que des choses comme, enfin, une aide qu'elle m'a donnée a pu ouvrir sur après une collaboration scientifique avec elle. et alors vous en avez évoqué un certain nombre, pardon, en particulier les problèmes de bibliothèque pour accéder au corpus et compagnie. Mais est-ce qu'il y a d'autres difficultés que vous avez rencontrées et comment vous avez essayé de les régler, de les dépasser ou de les oublier? J'aime bien oublier. Alors la première année où j'étais dans le secondaire, je n'ai pas touché à la thèse. Voilà, ça oui, le temps. Ça, donc je sais que j'ai eu énormément de chance d'avoir eu le contrat doc et puis après d'avoir eu le poste d'ATER. Donc les réalités financières, économiques sont vraiment, enfin voilà, s'il y en a pas de, enfin je le sens là aussi, s'il y en a trop de boulot, c'est très difficile de penser, de pouvoir avoir le temps et le silence de penser et de lire et de penser et d'écrire. Et puis l'autre et un peu ça va de la même, enfin
l'émission, aller là-bas quand on a un salaire d'ATER ou de contrat doc, de mobiliser pendant 3 4 mois, c'est compliqué aussi. En plus, faire de la recherche dans d'autres pays. Donc pareil, j'ai eu la chance, enfin mon mari est de La Plata, c'est pour ça que je me suis décidée de demander la co-tutelle avec la UNLP et pas la UBA, parce que je savais, bah, si j'allais à La Plata, j'allais pouvoir rester quelque part et que j'avais pas en plus du loyer parisien à assumer un loyer en Argentine. Euh, et, et puis j'ai aussi pu avoir la chance d'être soutenue financièrement par d'autres instances, enfin l'école doctorale pour l'émission, euh, à l'époque l'antenne Université Sorbonne Paris, qui n'existe plus comme ça, mais bon, enfin voilà, donc j'ai pu avoir pour les missions, pour certaines missions, j'ai pu avoir un peu plus de soutien financier. Et puis, euh, et puis oui, enfin, au Pérou, par exemple, c'était très compliqué de trouver le matériel que je voulais trouver, ce qui explique aussi certains vides, enfin certaines représentations plus fortes ou plus faibles d'air, enfin de pays, d'air géographique dans le corpus. Euh, J'aurais adoré aller au Mexique parce que Mario Bellatin réside au Mexique et que ça aurait été logique d'inclure, du coup, d'ouvrir, mais financièrement, là, du coup, c'était pas possible. Euh, donc voilà, après, je pense que c'est ça aussi des contraintes quand du coup, bah, on essaie de. Je, voilà. Quand j'avais des amis qui partaient au Mexique, j'ai dit tu me ramènes s'il te plaît ce livre-là et ce livre-là. Mais bon, c'est pas la même chose que d'y rendre et de voir avec ses propres yeux et de chercher avec ses propres mains. Bien sûr. Et, Ouais. et puis enfin, en Argentine, il y a une collègue de la UNLP en plus, il y a des archives de Mario Begatin. J'ai jamais pu les consulter, c'était compliqué, c'était un peu gardé comme le grand trésor où il y avait que ses doctorants à elle qui pouvaient y avoir accès. Donc, bon, des choses comme ça. Mais je pense qu'avec ces contraintes, la thèse aussi, enfin voilà, elle prend le chemin qu'elle prend, c'est aussi avec les contraintes de ce qu'on peut faire au final. Euh, Et est-ce que l'écriture a été un problème pour vous ou ça a coulé tranquillement? non, ça allait. Ah, Une fois que j'étais dans l'écriture, ça allait. Ce qui était très bien, c'est que Soledad m'avait dit dès le début, tu fais voilà, pour le marco teórico, pour le cadre théorique, tu fais, enfin voilà, en ce sens, je pense que la thèse, elle est assez argentine aussi, parce qu'il y a ce gros marco teórico au début. ouais. Euh, et elle m'a dit, donc, dès que tu lis, tu fais une synthèse, tu discutes directement la synthèse. Donc, j'ai les fichas de lectura, fichas de lectura, fichas de lectura. Mais au final, c'était super parce que ça m'a permis de prendre des bonnes habitudes euh, et, et de ahorrar trabajo. Enfin, c'était déjà écrit d'une certaine manière. Il fallait juste le réécrire, le retoucher. Mais j'avais l'impression d'avancer. Euh, et parfois, je m'obligeais, je me disais, bon, aujourd'hui, au moins une page. Même si elle reste pas, au moins une page. Et parfois, bah, c'était très dur de l'écrire. Et parfois, c'était 10 pages à la fin de la journée. Mais non, ça dépendait. Parfois, j'étais très. Enfin, c'est toujours comme ça l'écriture. euh, mais normalement, j'ai pas trop cette peur de la page blanche. Ça va. J'arrive à. Même si après, parce que j'ai pas peur De reprendre. de tout.
de reprendre et de tout mettre à la à la poubelle après non plus. Je ne, heu, j ma mère, elle était journaliste, enfin elle et elle a toujours très, elle m'a toujours corrigée et je crois que du coup, je n'accorde pas beaucoup. Je pense, enfin, je sais que de toute manière, ce que j'écris n'est pas parfait et que por ende, de toute manière, peu importe. C'est Et pas du coup, j'y sacré. vais. Ouais, ouais. C'est pas sacré. Non, oui, Ouais. c'est pas sacré. Après, je sais pas si c'est bien écrit ou pas, si c'est agréable à lire ou pas, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, et j'aime bien écrire aussi. Je prends plaisir à écrire. Et alors, est-ce que vous avez Donc été c'est vous vous décririez comme une doctorante obsessionnelle qui, matin, midi, soir, pense à sa thèse et qui, parfois même, en rêve? alors en rêve, je ne sais plus, ne pas endormir, oui. Hem, Obsessionnelle dans le sens que je suis un peu perfectionniste et que ça peut être bien, ça peut être, problématique. J'ai dû apprendre à me dire: «Ça, on va s'arrêter là». Hem, Ouais, bah oui, il faut, hein. Bah oui. Et je pense que si je devais le refaire, ou ce que j'ai appris, j'avais par exemple, pendant très longtemps, j'avais vraiment très, très mal au dos parce que j'ai arrêté de faire du sport. Ah Puisqu'il y oui. avait pas j'avais plus le temps en fait. Je me prenais pas je faisais pas l'espace, et je privilégiais, bah si j'avais des moments pour, enfin, surtout vers la fin quoi. C'était pour passer du temps avec les gens que j'aime et pas, prendre soin de de mon corps. Enfin, de mon corps, je prenais des douches, bien sûr, mais je veux dire, pas me dire: «Bon, je vais faire 1 heure de sport», parce que et ça, c'est quand même c'est super important. Aussi bien pour se vider la tête que pour, ne pas avoir mal au dos. Enfin, ça, c'était vraiment à un moment donné, j'avais vraiment extrêmement mal. Ouais. Hem Et ça, je pense que, enfin, il faut s'obliger à se dire au moins 1 fois par semaine, je fais du sport, rien que pour pas trop en souffrir après. Et après l'autre chose, c'est que j'ai tendance aussi à me rajouter des choses. Et donc pendant la thèse, j'ai été aussi, rédactrice en chef à un moment donné, pendant plusieurs années, d'une revue de jeunes chercheurs à Paris 3 qui s'appelle Trait d'Union. Et aussi bien ça m'a apporté énormément de choses pour le côté rédactionnel, pour la mise en page, pour, bon, enfin, pour être assez réglo sur certains trucs. Aussi bien, ça m'a Pris du temps. pris beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, Mmh. s'il y avait une chose à changer dans la thèse, ce serait quoi? À changer, je dis pas ajouter, parce que là, j'ai bien compris qu'il y avait eu la partie, on aurait pu, qu'il aurait fait une autre thèse, une cinquième thèse à proprement parler, tout ça. Donc, non, là, je dis bien changer. Changer. Mmh. À changer. Je sais pas. Il y a certainement plein de choses à changer, une chose à changer. En tout cas, il n'y a pas de regret majeur Je à pense qu'il avoir. faudrait couper plein de trucs, hein. Plein de minutes de silence. À changer. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans cette thèse? Mais non, mais si vous voyez rien à changer, vous vous obligez pas Non, à non, faire si, quelque chose. non, non, enfin, En général, quand on a un gros hem, regret, on le sait, hein, on dit ah voilà, cette chose-là, j'aurais pas dû en parler, ou j'aurais pas dû en parler comme ça, ou je regrette d'avoir emboîté le raisonnement dans ce sens-là. Enfin, voilà. Mais s'il n'y a rien, c'est pas grave, hein. non, ça va. Enfin,
Je pense qu'il y a du vrai dans le commentaire que le jury m'avait fait, qu'il y a 4 thèses dans cette thèse et que j'aurais pu, faire de chaque chapitre une thèse à proprement dit. Mais c'est toujours une chose que je peux faire, dans 4 livres différents et je pense que le fait de le faire de cette manière-là, ça m'a permis, de penser ce qui était un peu l'objectif aussi, de repenser les théories de l'intermédialité qui, à ce moment-là, il y avait pas une bibliographie très abondante en espagnol en Amérique latine, de penser ce qui a été, enfin, toute enfin, pas toute la mais la grande bibliographie, enfin, en allemand, en anglais, en français, de la repenser un peu à partir de ce corpus et pour ce corpus latino-américain, de la reformuler un tout petit peu. Mais ouais, non, mais c'est rien n'a changé en fait. Je sais, en fait, je crois que je suis assez. En fait, non, je suis contente avec ce que j'ai fait. Ce qui Tant veut mieux, pas du tant tout dire mieux. qu'elle est parfaite, hein, mais peut-être que moi je vois pas, justement. Ou alors c'est que, contrairement à ce que vous pensez, il n'y a pas tant de recul que ça pour l'instant, parce que 2018, c'est pas il y a longtemps. Non, 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 ouais, 2019, encore moins, ouais. Non, non, 2019. peut-être qu'il n'y a pas tellement assez de recul pour, voilà, peut-être qu'il y a toujours pas assez de recul. Non, non, il y a une chose. Je sais que lors de la soutenance, j'ai dit quelque chose et ça c'est vrai. Et j'ai dit, bon, maintenant au moins je peux recommencer à relire de la bonne littérature. Hmm. Que je sais que bon, certaines choses que j'ai analysées dans le corpus, ça, ça n'a pas beaucoup de valeur littéraire. Et Enfin, bon. ça pose toute la question. Mais bon, après, c'était aussi un parti que j'ai pris. Enfin, est-ce que c'est peut-être une question, est-ce que ce qu'on analyse doit avoir enfin, de la valeur littéraire ou est-ce qu'on peut le regarder comme objet culturel, littéraire? Moi, je suis plutôt sur cette ligne-là parce que bonne littérature, ça ne veut pas dire grand-chose. Puis, alors, outre que c'est relatif, que ça dépend des époques et compagnie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'est comme quand on est à la queue au rayon poissonnier du supermarché, on a un ticket. Et puis après, vous arrivez, vous avez le numéro 25, on dit, ah bah non, pas de chance, vous arrivez jusqu'à 24, c'était la bonne littérature, et 25, c'était pas la bonne littérature. Bah, bref, donc c'est... Voilà, si on prendrait tous les auteurs d'une époque, puis on dirait, bah voilà, la frontière, c'est lui, là, lui, ah non, il a basculé dans la mauvaise littérature. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. En revanche, ce que je trouve intéressant dans ce que vous avez dit, c'est la littérature qui est non seulement produite et qui est lue. C'est-à-dire que si aujourd'hui on dit, bon, donnez-moi l'auteur latino-américain le plus connu de votre point de vue, tout le monde va dire Garcia Marquez. Et alors que d'aucuns considéreront que le plus grand auteur latino-américain, c'est Borges. Sauf que Borges, est-ce qu'il est lu par le grand public? C'est pas Ouais. sûr. Donc bon, tout ça, moi je pense qu'au contraire, c'est bien que vous ayez fait une thèse sur la littérature produite tout court, au-delà de la question de la qualité, et probablement que la littérature de qualité s'inspire aussi de cette littérature supposément pas bonne. Donc bon, mais donc là, moi je serais vous, je ne changerais pas cette partie-là de votre travail. Alors, vous avez évoqué à plusieurs reprises la soutenance. Vous avez dit pendant la soutenance, on m'a dit ceci, pendant la soutenance, on m'a dit cela, donc venons-en à la soutenance. Quel souvenir est-ce que vous en gardez? D'abord, est-ce que vous vous la rappelez? Parce qu'il y en a certains qui me disent, moi j'étais dans une espèce de nébuleuse, j'étais hors de moi-même et en fait je me souviens de rien. Et même des gens qui ont soutenu il y a 2, 3 ans, enfin, où ils se souviennent des grandes lignes et puis il y a quelqu'un qui a passé la soutenance à leur place. Donc ils n'étaient pas eux-mêmes. Donc vous, est-ce que vous vous la rappelez et le cas échéant, est-ce que c'est un bon souvenir? C'était super. Ah, C'était génial. bien. Ouais, j'ai eu la chance. C'était un super jour. C'était un super moment. C'était très beau. Bon. Enfin, j'avais une partie qui était en Argentine, l'autre partie qui est ici. C'était par visioconférence. Enfin, c'était en hybride. Euh,
c'était aussi en hybride culturellement. La partie argentine a fait comme on fait en Argentine, la partie française a fait comme on fait en France. Ce qui peut-être était beau aussi. Enfin voilà, c'était en espagnol, c'était en français. C'était, en fait, il y a, je me souviens plus qui me l'avait dit, une amie collègue, elle m'a dit, tu sais, prends plaisir, c'est le seul moment où tu vas parler de la thèse et où tout le monde qui va être en face de toi va l'avoir lu. Plus jamais après. Et en fait, c'était vrai. Tout le monde m'avait lu, Oui. me disait des choses extrêmement pertinentes, des critiques pertinentes où j'ai fait oui, en fait, c'est vrai, où on peut discuter. Globalement, ils ont apprécié mon travail. Enfin, il faut dire ça aussi. Ils m'ont pas démonté. C'était Ça s'est bien Tout le passé. monde m'a dit que j'avais fait une super thèse, donc ça s'est très bien passé. Enfin, on m'a dit des très belles choses, donc oui, forcément, c'était c'était très beau. Il y avait, oui, non, c'était vraiment, c'est un très très beau souvenir. Alors, qui étaient les professeurs qui composaient le jury? Alors, en France, c'était Karim Ben Miloud, qui à l'époque était à l'université Paul Valéry, qui maintenant est recteur, je crois. Mhm. Euh, et puis Julio Perematz de Paris 8 et Hervé Lecor. Et en Argentine, c'était du coup Soledad Pereira, ma co-directrice, Claudia Cossack de la UA et Carolina Sancho-Luz de la UNLP. Et Donc, vous étiez ému quand on vous a déclaré docteur? oui, très, Et au très. point de verser une larme ou pas? Je crois que oui, oui, si, certainement. Je suis très facile. Je pleure pour tout et n'importe quoi, donc certainement j'avais quelques larmes. Mes parents, ils avaient des larmes. Et, oui. Euh, Ça fait partie du mais aussi de l'adoubement, soulagement. l'institution. Oui, et puis, enfin, c'était une étape qui allait se clôturer quand même. Enfin, le grand bébé là, il était déposé et il était là quoi. Donc ouais, ouais, c'était après c'était bizarre. Après il y a eu après il y a il y a eu le Covid, donc c'était très bizarre. Après il y avait le vide de la thèse, il y avait le vide, enfin il y a le silence du Covid, il y avait non, non, mais le jour de la thèse, c'était super. Mm. Donc, et alors, moi, je suis curieuse parce qu'évidemment, j'ai plus de recul que vous par rapport à ma thèse et que j'ai bien écouté les thèses soutenues il y a 50, 60 ans par nos nobles prédécesseurs. Et donc, je voulais savoir si même avec, ça fait, vous avez dit 2019, 2025, 6 ans de recul, vous avez quand même pris de la distance par rapport à la chercheuse que vous étiez à l'époque. Est-ce que vous êtes tellement sauvé la marcha que, bah, en fait, vous savez même pas que vous avez changé. Vous en prendrez conscience un peu plus tard en vous disant, mais en fait, je ne mesurais pas que le temps faisant son travail, bah, je passais déjà du stade de crapaud à princesse, le crapaud étant le doctorant, vous avez compris l'analogie, ou est-ce que vous avez déjà pris du recul par rapport à cette chercheuse en vous disant, bon, elle avait des bonnes intuitions, elle n'était pas bête, mais il y avait un peu de naïveté, bref, est-ce que vous vous êtes déjà métamorphosé ou est-ce que vous êtes encore le crapaud? Je pense que je suis encore le crapaud et que je vais rester pendant très longtemps le crapaud. Euh, Peut-être toujours. Non, non, je pense que un crapaud plus vieux, un peu plus vieux. Il y a certaines choses où j'étais naïve, où j'ai pris un peu de recul. Certainement toujours pas tout le recul que je devrais prendre, pourrais prendre. Mm. Euh, je pense que il y a deux choses. D'abord, le fait d'être docteur, d'avoir ce joli titre. Je me souviens que Soledad, à un moment donné, elle m'avait dit il faut que tenés que ser más afirmativa.
Et moi, j'avais énormément de mal. Mm. J'ai toujours du mal, enfin, d'être affirmative. Et en plus, en Argentine, on est extrêmement affirmatif, extrêmement. On s'impose beaucoup. Et alors que, bon, enfin, qui suis-je pour faire tout ça? Enfin, mais en même temps, enfin, depuis que j'ai le titre, je sais que enfin, pas dans des auditions pour des postes, mais dans d'autres circonstances, par exemple des congrès, enfin oui, j'ai plus d'assurance, quoi. Enfin, Mhm. je, bah, puis c'est pas si important, et puis voilà, quoi, enfin, bon, hein. Enfin, on a plus de, D'aplomb. Mm. et alors que les premières fois, les premiers congrès, quand j'étais doctorante, qué nervios. Enfin, Mm. c'était quand même très, très, très compliqué. Alors que maintenant, bon, je commence à essayer des trucs, je me permets plus de choses. Et puis, sinon ça allait bien, bah, c'est pas grave. Enfin, c'est bon, j'ai un poste. Enfin, je pense qu'il y a psychologiquement aussi ça, c'est bon, j'ai un poste. C'est vrai. Si aujourd'hui je brille pas, euh, c'est pas top, mais c'est pas tellement. Je ne joue pas mon avenir ici, alors qu'avant, il y avait quand même cette plus de pression constante. Euh, et ça d'un côté, d'un autre côté, enfin, malheureusement, en ce moment, je n'arrive pas à trouver tout le temps que j'aimerais pour faire de la recherche. Mais ça, c'est notre réalité, c'est la réalité d'être Prague et maman d'un jeune enfant, où à un moment donné, bon, la recherche, elle passe un peu à la trappe. Ah oui. Donc, euh, donc bon, j'essaie de faire ce que je peux, mais par exemple, là, j'ai donné un séminaire de recherche en Argentine en mai avec un collègue, et j'aurais adoré lire plus, savoir plus, arriver mieux préparé. Enfin, c'était très bien, ça s'est très bien passé, c'était génial, on a eu un super séminaire. Néanmoins, je sais que avant j'aurais eu le temps de le préparer plus parfaitement. La perfectionniste que je suis aurait voulu que ça soit différemment. Et voilà, et j'ai pris ça, par contre, j'ai appris que bah, parfois on ne peut pas, et on peut avec ce qu'on a à ce moment-là, et puis c'est comme ça. Et alors, Donc, est-ce que vous allez relire la thèse? Est-ce que ça vous inquiète de relire la thèse? ça ne m'inquiète pas de relire la thèse. J'ai relu des parties. Euh, bah, voilà. Oui, et alors vous avez envie de la publier? Vous vous dites non, pour moi c'était juste une étape. Je pense que c'est plus intéressant de travailler sur les pistes plutôt que de revenir sur ça. J'aimerais bien la publier, mais j'ai pas le temps. D'accord. Enfin, là, si je dois privilégier le peu de temps que j'ai, l'invertir dans la publication de la thèse ou l'invertir de faire, enfin, de rechercher, de suivre les choses enfin, de continuer la recherche, je préfère continuer la recherche sur d'autres sujets. Bien que je sache que je devrais la publier, qu'on m'a dit qu'il faut que je la publie. Mais bon, là, en ce moment, j'ai pas le temps. Et le peu de temps qu'il y a, c'est l'appel de la nouveauté qui l'emporte. Je comprends très bien. Alors, à part qu'il faut faire du sport pour pas avoir mal au dos et de s'entourer d'amis précieux, quels sont les conseils que vous donnez aux doctorants? Euh, oui, outre le fait de vraiment prendre du temps pour soi et de s'obliger, vraiment s'obliger à le faire, même si le temps court et qu'on pense j'ai pas le temps. Je pense que ça, c'est vraiment super important. Et puis l'autre chose qui est très important, je crois, c'est de se faire une liste et de rayer les choses qu'on a déjà faites. De voir qu'on arrive vers la fin de la liste des choses, ou de les mettre en vert, peu importe, mais de
vraiment de matérialiser tout le Avancer. travail qu'on a fait et c'est très satisfaisant. Ouais, de, de mettre un check, c'est bon, j'ai fait. Mais de voir qu'on a fait. Et qu'on n'est pas dans cette. Parce que là, je le vois avec une amie qui est en thèse en ce moment. Elle me dit tout le temps, mais je fais rien. Alors que je fais tout le temps des choses, mais j'avance pas, j'avance pas. Et je pense qu'on ne voit pas quand on est dans le vif de la bataille qu'en fait on avance et on a tout le temps cette horrible impression qu'on n'avance absolument pas et que le temps ne fait que couler. Et donc, voilà. Au moins dire, bon, voilà, aujourd'hui j'ai écrit une page, ok, top, c'est fait. Aujourd'hui j'ai lu ça, ok, je l'ai résumé, ok, super, c'est fait. J'ai fait la partie administrative, ok, c'est fait. Oui, Je crois que ça c'est conquêtes, bien. des petites conquêtes pour au moins pas se dire qu'on est noyé sous un truc qui est Ouais. infaisable. De toute façon, la to-do list, ça marche pour le ménage. Donc ça peut bien marcher Mais pour le ménage. je le fais, je le fais tous les jours. Hein, je me dis alors, même si je l'avais pas faite la liste en amont, je la fais après, juste pour avoir la satisfaction de me dire, ok, ma fille, aujourd'hui tu as réussi à faire ceci, tu as fait des choses. Je pense qu'on en est tous là, ouais. On en est tous là quand on est débordé. Bon, et alors pour finir, est-ce que vous voulez bien prendre votre thèse et nous lire la première phrase et nous en faire un commentaire, ben voilà, après ces quelques années, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que si c'était à refaire, vous commenceriez comme ça ou est-ce que vous préféreriez commencer autrement? Alors, ma première phrase, j'ai fait l'épigraphe hein, pour faire joli. J'ai l'épigraphe, je ne vais pas le lire. Je vais lire la première phrase qui est une question. ¿Cómo hacer literatura en un mundo urbano, tecnológico, hiperconectado, veloz y global? Et ça s'arrête là. Pourquoi cette phrase? Pourquoi une question? euh, bah, déjà, c'est bien les questions. Ça appelle de réponses. Euh, je l'aime bien. En fait, je crois que je l'aime bien. Je l'aime bien cette première question. Elle est concise et en fait, elle est toujours. Peut-être que je changerai deux ou trois mots, mais en fait, je trouve qu'elle reste valide hein, et elle annonce bien tout le reste qui suit. C'est la question. C'est la question de la thèse et donc je crois que ouais, ça va. Vous gardez. Je garde, ouais. Je, Bon. je garde. Mais alors, En tout cas, pour ce corpus. Hein, pour ce corpus-là, elle est bien. Peut-être Vélox pour la partie Mario Vegatine un peu moins, mais pour le reste, oui. bon, alors c'est bien de poser des questions au début, mais encore faut-il savoir si on a répondu. Est-ce que vous avez Est-ce l'impression que j'ai d'avoir répondu répondu? je pense en partie, j'ai réussi à répondre. Bon. 500 pages, j'aimerais bien au moins pouvoir dire que. Enfin, non, certainement pas. Enfin, non, j'ai essayé de répondre à ce que j'ai répondu. J'ai donné des pistes de réponse. On ne répond jamais Hmm. affirmativement à tout. Enfin, c'est une possible réponse parmi beaucoup d'autres, parce que la littérature qui s'est produite pendant ces années-là et qui se produit actuellement rentre là-dedans quand elle ne rentre pas là-dedans. En fait. Il y a toujours des écrivains qui écrivent de manière des écrivaines qui écrivent de manière traditionnelle et enfin traditionnelle canonique en format Comme avant. comme avant qui n'ont rien à faire et puis d'autres que non et puis d'autres il y a des petites hein. Mais bon, bref là, non je mets un point on a déjà assez parlé. Bon, je vous remercie beaucoup pour cet entretien et puis d'avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. Merci beaucoup. Mes remerciements à vous de vous prendre tout ce temps-là et c'est vraiment super de me donner, enfin de nous donner à toutes et tous qui ont déjà parlé et qui vont parler après. C'est super, c'est vraiment un très très beau projet. Merci.